Il est 20 heures partout au Bénin, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre décryptage de la semaine avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et nous faisons un coucou spécial à tous ces téléspectateurs justement qui nous suivent sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Cet exercice, vous le connaissez mesdames et messieurs, on démarre par le plateau de la matinée de Dimanche c'est politique, l'entretien, le duel et l'hebdo des éditorialistes. Nous n'avons pas eu de direct du duel aujourd'hui. Alors, Agapit Napoléon Maforican, un peu comme les téléspectateurs, vous avez suivi les prestations de nos différents invités et confrères, l'entretien qui recevait l'ancien maire de Bonou, monsieur Isidore Zinsou, et également nos confrères qui ont décrypté, entre autres, le drame de Dassa Zoumé et également l'actualité politique. Réaction. Je voulais peut-être pas démarrer par une boutade. Vous dites qu'il n'y a pas eu de duel, il y en a eu. Pas de direct. Il y en a eu, parce que le duel d'aujourd'hui, qui est une rediffusion d'un duel épique, selon moi, c'était peut-être pas très tintamarique, mais c'est quand même épique parce qu'on parle de partis siamois, s'ils sont encore siamois. Oui. Mais il y en a, aujourd'hui, poser cette question est autant opportun que dans 6 mois, quand le nouveau Parlement sera encore en exécution. En fait, c'est une question très sensible, c'est une question très importante, que certains savent vraiment que l'UP et le BR sont, l'UPR et le BR sont deux partis totalement différents. Mais ils jouent sur le contexte et l'environnement de création de ces partis. Mais ce faisant, et je vais paraphraser Isidore Zinsou, ce faisant, mais ils valident les choix de Patrice Talon. Ils valident ces choix parce que c'est quand même pas possible, c'est pas aussi facile qu'un chef d'État en exercice. Je dis, je fonds tout et je remets tout à plat, on redémarre. Allez là où vous voulez. Et on est deux partis politiques. Avant, les chefs d'État créent des partis pour eux-mêmes. Comme on en a eu RB avec le GLO, comme on en a eu l'UBF avec Kérékou. Mais comme on en a eu l'FCBE avec Yahi. Oui. Ici, il y a eu deux, où tout le monde s'est fondu. Donc, c'est logique, ceux qui veulent le récupérer disent les partis talons. Oui, justement, c'est parce que peut-être le thème siamois est un peu galvaudé, sinon la logique, elle est connue, Agapit Napoléon Maforican, c'est pour dire que ce sont les mêmes partis du Non, ils ne sont pas les mêmes pouvoir. partis, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne peuvent pas être les mêmes. Ils ne sont pas, d'abord, ils ont donné des idéologies qui ne sont déjà pas les mêmes. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Des enfants d'un même père, d'une même mère ne sont pas les mêmes. Ils ont le même sang. Mais avant le même sang, ça ne veut pas dire qu'ils sont les mêmes. Ils ont chacun une personnalité, oui. Ils ont chacun d'abord une identité. Ils ont d'ADN différents. Ils ont des tempéraments différents. Même des jumeaux n'ont pas les mêmes tempéraments. Donc, on ne peut pas parler de siamois. Ici, quand on parle de siamois, c'est pas galvaudé. Siamois veut dire que c'est goutte contre goutte, c'est qu'ils sont les mêmes totalement. Mais non. D'abord, au niveau de la composition, ce n'est pas les mêmes personnes. Au niveau donc de l'origine des membres, ce n'est pas les mêmes personnes. Et Yahweh Déou n'est pas Akenatonde. Tchakayafia n'est pas Achille Badamassi. Ils ont beau provenir de la même région. Donc, et on peut aller à Papnovo, à Adia Matisse. Oui. Comme le ministre Oussou. Oui, Jean-Claude. Mais est-ce qu'ils sont différents d'Adrien Mbedji en termes de localité? Ils sont tous de la même localité. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est fait qu'ils ne sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes. Et même Adrien Mbedji, Matisse et Oussou, ils ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce ne sont pas les mêmes provenances. Enfin, du point de vue origine. Ce ne sont pas les mêmes tempéraments. C'est pour dire quoi? Oui. On ne peut pas dire que c'est les mêmes partis. Les deux partis sont dirigés différemment. Là, regardez, le BR est dirigé par un trio qui est devenu maintenant un duo. Un duo, oui. Et on ne voit même pas le deuxième. On voit seulement un. On voit un seul patron à bord du BR, Ablaye Biotchani. L'UPR était un conglomérat qui a été remplacé par un directoire et qui fonctionne différemment que l'autre. Donc, bref, l'analyse doit être rigoureuse. Oui. Maintenant, comme elle est politique, on ne peut pas demander, bon, l'homme politique a ses indicateurs, mais je voudrais quand même revenir sur ça parce que ça va se voir à l'Assemblée nationale bientôt que ce n'est pas les mêmes partis. C'est que ce n'est pas les mêmes partis. Pourquoi bientôt? S'ils ne l'ont pas fait en 2019? Non, ils l'ont fait, mais les gens ne l'ont pas trop perçu. Parce que, je vous l'ai dit, il y a eu un paramètre important qui est venu verrouiller l'histoire parlementaire
2019-2023, c'est le Covid-19. Oui. Et peut-être le tempérament du président de l'Assemblée nationale, qui est un militaire, c'est un douanier à la retraite. Il n'est pas très médiatique. Je pense que il a profité pour enfermer un peu. Je pense qu'il faut qu'il ouvre le dé. Le Parlement est le lieu et la maison du peuple. Le Parlement est la maison du peuple. Je l'ai déjà dit une fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais derrière la personnalité de Vlavonu, c'est une immense personne du point de vue humain et du point de vue aussi ouverture, du point de vue démocratique. Vlavonu, elle n'est pas ce que beaucoup pensent de lui. C'est un homme très ouvert. Mais rigoureux. Il ne s'est pas laissé connaître. Mais rigoureux aussi. Oui, en fait, il y a deux personnes en lui. Ceux qui l'approchent sauront que c'est quelqu'un de très humain, de disponible, d'agréable à la limite, et puis il y a de l'humour par ailleurs. Mais au même moment, une gentille personne, on peut le dire, je le connais quand même un peu. Mais au même moment, c'est un homme rigoureux. Je l'ai croisé dans l'APNAC, par exemple, l'association des parlementaires, de lutte contre la corruption, quand moi j'étais à l'ANLC. J'ai pu découvrir ce personnage, cette personnalité. Donc, venant à la tête de l'Assemblée nationale sous Covid-19, je pense qu'il a fait beaucoup de réformes qui n'ont pas été, beaucoup de réformes dont on a peu parlé d'ailleurs. Quand il parle du Parlement, il parle de beaucoup de choses. Donc, UP et le BR au Parlement ont travaillé, même si les lois ne s'entendaient pas toujours. Mais ça n'avait pas beaucoup d'écho, parce que les gens estiment que c'est les mêmes. Oui. J'ai entendu aujourd'hui, on a dit, le peuple retourne au Parlement, mais c'est une injure. À qui? Au peuple, justement. Le peuple a envoyé le peuple est représenté au Parlement. Le peuple était au Parlement de 2019 à aujourd'hui. Le peuple est au Parlement. Le peuple a envoyé les siens au Parlement. Vous pensez que les 30%, mais combien, 40% de 2019, là, n'était pas le peuple? Tout dépend de celui qui apprécie. Non, c'est le peuple. La logique, elle est là. Non, il n'y a pas de logique, c'est le peuple. C'est le peuple qui était OK. Je vous ai déjà dit, je veux qu'on me démontre dans le manuel de sciences politiques ou les conventions internationales qui ont dit qu'au Parlement, il doit avoir une opposition et une majorité. Un parti d'opposition, un parti soutien de l'action du gouvernement. Nulle part. L'élection doit être pluraliste, doit être plus ouverte, sincère. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas de parti d'opposition. Tout le reste, c'est la mécanisation mentale tropicale qui nous font que de là-bas, on nous impose un certain nombre de postulats ou de paradigmes que nous, on répète un peu comme les illettrés, un peu à qui on dépose APA, hippie, démocratie, on répète, quand on faisait l'alphabet, sans même parfois savoir ce que nous faisons. Et donc, du coup, les gens répètent les mêmes choses. Mais bon, quand j'entends dire que le peuple retourne au Parlement, mais quand même, maintenant, ne disons pas ça. Le peuple était au Parlement. Il y a des lois qui ont été votées par ce Parlement-là. Ce Parlement a toujours représenté le Bénin partout. N'allons pas. Il y a une situation exceptionnelle qui ont créé cette situation. C'est justement cette situation qui fait en sorte que... Ça ne veut pas dire que c'est le même Patrice Talon qui est au pouvoir qu'en 2019. C'est les mêmes lois qu'en 2019. C'est les mêmes personnes qui ont dit non en 2019. Alors, qui a fait beaucoup plus? C'est le même Patrice Talon qui leur a demandé d'aller voir Adrien Mbedji pour s'entendre pour que le Parlement vote des lois dérogatoires. C'est ce même Patrice Talon qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est la même Cour constitutionnelle qui dit qui a inventé un certificat de je ne sais pas quoi. Conformité. De conformité. C'est la même Cour constitutionnelle qui est en place aujourd'hui et qui leur a permis, sans quitus fiscal, de déposer une deuxième liste au nom de non, pas sans quitus fiscal. Donc, c'est dire quoi? En fait, il fallait simplement faire confiance aux organes. Lorsque cette affaire de conformité était arrivée, le président de la République était prêt à beaucoup de choses. C'est eux qui ont dit non. Moi, je vais le répéter aussi longtemps que je peux le dire, pour montrer à la génération qui va venir, qui va dire on nous a écarté, dit non. Ils mentent. On ne les a pas écartés. À Bruno dira, ils font économie de vérité. On ne les a pas écartés. Ils font économie de vérité parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Ils ont signé et après ils ont retourné contre leur propre signature. Ce n'est pas normal. Donc, ce qui s'est passé en 2019 était une situation très, très, très conjoncturelle. Peut-être qu'on devait passer par là pour asseoir la démocratie. Donc, me dire que le peuple retourne au Parlement, c'est une injure parlementaire. Que les gens ne puissent pas donner le nom de deux parlementaires, ça c'est leur problème. On n'a pas besoin de savoir le nom des parlementaires, on a besoin d'un Parlement qui travaille. Et le Parlement, 8e législature, à mon humble avis, a fait ce qu'il pouvait faire, dans les conditions qui étaient celles-là. L'histoire retiendra cela. Et ça,
on va encore le dire, le redire. On a connu l'Assemblée nationale révolutionnaire qui était monocolore, carrément, le PRPB. Et pourtant, il y a des lois de l'Assemblée nationale révolutionnaire qui sont encore là aujourd'hui. Oui. Alors, ce n'est pas des lois de la République, c'est là de l'État. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux dans le vocable, qu'on ne puisse pas dire des choses qu'ailleurs les gens vont nous se moquer de nous en disant mais de quoi ils parlent ces gens-là. Donc voilà globalement un peu cette affaire de UPE, le BR, mais on va le revoir encore dans la mise en œuvre des organes du Parlement. Oui. On aura vous allez voir que le BR va défendre Mordicus, son champ. L'UPR se stalle déjà en maître, oui. ce qui n'est pas faux. Vous avez vu, je suis totalement à l'aise à le dire. Très à l'aise, mais quand même assez prudent. C'est un journaliste futé, très futé. Et il passe mon salut par ailleurs, mais il a réussi de demander avec calme et pondération son oral, on peut le dire. Mais c'est un journaliste futé qui, face à un autre journaliste, s'est montré plutôt beaucoup plus prudent. Quand vous avez voulu l'entraîner dans cette affaire du Parlement, du bureau, il est resté... Je m'attendais tout au moins à des indices. Hein, non, c'est un journaliste très futé. Il a beau être l'homme politique, mais c'est un de nos aînés, franchement, qui est très redoutable aussi dans cet art de poser des questions. Donc, il sait de quoi il parlait. Bref, c'était un peu pour le plateau globalement, ce qu'on peut dire. Le troisième point qui retient mon attention, c'est certainement Dassa. Ces événements tragiques qui nous mettent en deuil, qui font que chacun a été meurtri dans sa chair, dans son âme et dans ses émotions aussi. Parce que d'une manière ou d'une autre, on a des nôtres. Ah, oui. On a des nôtres. On va me dire, il n'y a que 30 personnes. Oui, mais que derrière une personne, il y a toute une génération, il y a tout un groupe. Donc, voilà. Juste une pensée pour les défunts et puis beaucoup de courage pour les parents directement éplorés. Après donc j'ai écouté 2 ou 3 petites choses, notamment je mets l'accent sur la question de non-assistance à personne en danger. Personne en danger, on a beaucoup suivi dans la semaine. Oui, on peut déplorer les photos. Non, on ne peut pas déplorer, je ne pense pas qu'on puisse parler de non-assistance à personne en danger. Des gens ont sauvé d'autres. Oui. En fait, la moitié des occupants du bus a été sauvée. Même si après, il y a eu d'autres morts. La moitié des occupants du bus a été sauvée. C'est sûr qu'il y a eu une assistance de dehors. C'est sûr qu'il y a eu une assistance de dehors. Nous, on n'a pas vu la photo du bus quand il y a eu le choc. Non. On a vu la photo du bus en feu. Ça s'est enflammé déjà. Ça veut dire quoi? Qu'entre ce moment où il y a eu le choc et le moment où ça s'est enflammé, où on ne peut plus sauver quelqu'un, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Moi, je veux garder ma tête froide. Les gens font l'effort de secourir. Ils font l'effort de secourir. En Afrique et dans notre pays, les gens font un peu d'effort. Mais tout le monde tombe sur le charme de la photo. Où on fait photo en même temps, on balance. C'est ce qui est surtout décrit par toutes circonstances. C'est contre la dignité, mais ceux qui le décrivent le font aussi. Oui. C'est ça, c'est contre la critique, elle est facile. C'est contre la dignité de la personne humaine. Je pense qu'il y a des images qu'on ne devrait pas prendre. Que soi-même doit se projeter dans cette posture, en se disant, mais ça aurait pu être moi. Est-ce que j'accepterais que ces images ne devraient pas circuler? Mais s'il ne l'aurait pas fait, on ne serait peut-être pas informé, Agapit Napoléon Mafouika. C'est à analyser peut-être sur deux volets. Les parents savent ceux qui sont dans le bus. Les parents savent, 24 heures, il suffit pour que chacun sache. Les parents savent. On n'a pas besoin de ces images-là. C'est avilissant. C'est pas bien. C'est sur la mort, sur le mental de celui qui a déjà quelqu'un qui perd. Il y a des images qu'on ne doit pas laisser. Aujourd'hui, vous voyez, l'Internet ne peut pas servir à ça. Je ne pense pas, non. Moi, je suis contre un certain contrôle. Moi, je suis pour le contrôle. Moi, je suis contre une liberté totale où il n'y a pas de limite. Non. Il faut trouver les mécanismes pour que pareilles images ne circulent plus comme ça facilement. Les administrateurs des forats font quoi? On ne peut pas. Dans ces conditions-là, on ne peut pas. On ne peut pas. On a vu des gens qu'on ne doit pas circuler. On ne doit pas. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui a mal tourné à ce niveau. Mais parler de non-assistance à personne en danger, non, à mon humble avis, parce que des gens ont été secourus. Et il y en a qui ont même témoigné. Ce n'est pas que de l'intérieur. Il y a dû y avoir des gens de l'extérieur. Et comme moi j'ai dit,
moi j'ai pris comme précaution, prétexte, le bus, on n'a pas vu l'accident. Si dès que l'accident a eu lieu, on a vu des photos du bus accidenté, du camion retourné, du début de la flamme, de l'embrasement. Là, on peut dire qu'il y a... Mais personne, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu une telle image. Et donc, quelque chose est passé entre ce temps-là. Or, dès que le choc arrive, c'est sûr, les gens ont déjà vu. Mais que faisait-il à ce moment-là? C'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Et les gens... Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est celle du sapeur-pompier. Oui, mais j'ai vu, on a mis quoi? Groupement de sapeurs-pompiers, poste de... Du département, je pense que non, c'est poste de secours, un poste avant. En fait, c'est un petit bureau qui est là. J'ai vu quand c'est un petit bureau qui est là, son équipement pose problème. Le premier qui pose, c'est quoi? Un accident peut arriver n'importe où. Ici, c'est dramatique, c'est en face. Oui, et qu'il soit incapable de venir là. Qu'on ne l'ait pas vu pose un problème. Ça pose un gros problème, c'est vrai. Et ils ont pu expliquer. Je pense que ne pas les voir du tout pose aussi également le deuxième problème de communication. C'est la critique qui est justement. Il y a une très mauvaise communication. Je pense qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, le silence n'est pas la meilleure communication par rapport à la non-intervention des sapeurs-pompiers. On doit dire, il y a des difficultés, mais qu'on le dise. L'État ne peut pas être partout à la fois. Ce volet a pu échapper. On peut s'en excuser, mais ce n'est pas ça qui a créé la situation. Les sapeurs-pompiers ont beau intervenir, parce que quel est le problème? Le choc a lieu devant eux. Oui. Mais le temps qu'ils s'apprêtent, l'embrasement aurait eu lieu. Il n'y a rien à dire. Mais ils auraient pu atténuer. L'embrasement. À telle vitesse, ça va le venir. Nous parlons du feu. Nous parlons du feu. L'embrasement aurait eu lieu. On aurait peut-être récupéré des corps à des gens brûlés à des hauts niveaux. Regardez ceux qui ont pu sortir. Déjà, combien sont déjà décédés? Alors, pour moi, je n'affaiblis pas du tout. Je maintiens qu'il aurait dû être là. J'aurais dû. Mais étant là, au regard de l'ampleur, ils auraient sauvé des personnes. Ils auraient prolongé la souffrance de ces personnes qui vont finir par mourir. Et peut-être dont on... vu que ça n'a pas été, on saurait apprécier l'impact. Non, je suis d'accord. C'est difficile de le dire. C'est un peu difficile parce que, comme je dis toujours, c'est des situations compliquées. Quand on les évoque, ce n'est pas facile. Mais j'estime que ce qui a à gérer, c'est la sécurité routière globalement. Et c'est la sensibilisation des populations. On ne peut pas avoir des sapeurs-pompiers à chaque 10 km. Et pourtant, on peut avoir des accidents à chaque endroit. On peut avoir des sapeurs-pompiers à chaque 10 km. On peut avoir des incidents, des incendies à chaque endroit. Que faire pour éviter? Je pense que c'est un peu ça. Parce qu'on peut éviter des accidents de circulation. Voilà. Alors, donc, oui, on peut les réduire. Donc, à moins que vous demandez que le gouvernement arrête tout et pose les sapeurs-pompiers avec des canalisations, avec tout. C'est le gouvernement qui a son agenda, mais vu que ce sont des situations qui peuvent arriver. Même vous, citoyens, est-ce que vous êtes en mesure... Parce que quand on parle de la sécurité publique, il faut que chacun ait un militaire, un policier derrière lui. Qu'on ait un sapeur-pompier devant la maison de chaque personne, puis la maison de chaque personne peut s'embraser à tout moment. Qu'on ait un sapeur-pompier. Non. C'est des situations qui montrent notre état de sous-développement. Et qu'on doit travailler à avancer, à évoluer, à réduire les poches. Ce qui se passe là, pourquoi on me dit l'eau est à Savalou, le savon ici, c'est un état de sous-développement. C'est une situation de sous-développement. Donc, vous diront qu'on a quand même eu les sous pour faire l'asphaltage, pour faire les bitumes, etc. On peut investir justement pour donner des moyens matériels à ces sapeurs-pompiers-là. Ils ont raison, mais ils ont la critique facile. Ils ont raison, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont raison. Mais ils ont la critique facile. Parce que chaque élément, l'école est une priorité. La santé est une priorité. Tout est prioritaire. Voilà. Mais et donc, si tout est priorité, l'émotion nègre découlant de cette situation qu'on aurait pu éviter lorsque tout le monde comprend qu'on ne doit pas filer en agglomération. Tout au moins ça, on aurait pu éviter cette faute-là. Parce que moi, je conclue que ce qui s'est passé là est une faute. C'est une faute de conduite. Quand vous regardez le niveau du bus, les gens ont beau communiquer. On ne peut pas ne pas conclure qu'il y avait que les gens filaient. Les responsabilités doivent être alors partagées. Non, on ne file pas en agglomération.
Il n'y a pas de Oui, responsabilité. le code, il est clair là-dessus. Mais pourquoi il a Donc, fallu cet accident pour que le gouvernement pense à augmenter les contrôles de vitesse lorsqu'il y a adaptés à la forêt? lorsqu'il y a un incendie, un incident partout, il y a toujours un accident. On réfléchit et on prend de nouvelles mesures. On peut jamais prendre toutes les mesures, toutes les précautions. Un peu comme les gens le disent vulgairement, médecin après la mort. Non. Vous avez vu quand même qu'il y a eu les contrôles routiers sur caméra, ou bien comment ils appellent ça? Radar. Ils n'ont pas attendu l'accident. Ils n'ont pas attendu l'accident. Ils ont commencé. Cette affaire a commencé il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, ils ont commandé maintenant quelques radars et ils ont repris de plus belle il y a quelques mois. Donc, ils n'ont pas attendu l'accident. L'accident est venu, à mon avis, pour plutôt montrer l'opportunité de cette opération. Donc, le gouvernement, ils n'ont pas attendu l'accident. Ils n'ont pas attendu l'accident. Il n'y a pas de médecin après la mort. Ce qu'on aurait dû faire, c'est de ne pas filer en agglomération. Nous, quand vous faites le permis, on vous montre, en agglomération, c'est 50, c'est 30. C'est 50. Normalement, vous devez ralentir. Mais combien parmi nous ralentit? Moi, quand on me conduit, les chauffeurs, tu dois leur dire, tu leur rappelles à chaque instant que tu n'es pas pressé. Et pourtant, ils filent. Parfois même, c'est les passagers qui Dès que tu disent qu'ils sont en retard. Dès que tu somnoles, moi, je parle même de privé. Privé, oui. Privé déjà. Quand tu somnoles, ils filent. Tu leur dis, mais c'est mon programme. Eux, ils sont au volant. Ils n'ont quelle raison de filer. Pourtant, ils filent. Et donc, lorsque une situation arrive, ils ont du mal. Les passagers, vous le dites si bien, dans ce type de bus, j'en ai pris quelques fois. Mais tout le monde est content. Quand tu somnoles et tu te réveilles, tu vois, on a déjà à tel endroit. On a déjà fait ça. Oh, le chauffeur là, il conduit bien. Parce qu'il conduit bien pour nous, il file. Il file, oui. Vous voyez, ce qui s'est passé, moi, je dois vous avouer, hein, peut-être que ce n'est pas une faiblesse, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup parce que d'abord, j'ai les miens dedans. J'ai les miens dedans. Du point de vue humain, j'imaginais ce qui s'est passé. Et des gens bien, des gens très bien. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a d'autres gens bien. Qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Mais quand même, mais qu'est-ce que c'est que c'était un bus rempli de cadres? Justement, c'était ma prochaine question. C'est un bus d'élite. On peut le dire. Voilà, c'était un bus climatisé, Wi-Fi à bord, propreté, ceinture. Et le sérieux connu également. Et ponctualité. Et tout ça, beaucoup le disent. Donc, c'est un bus pour les cadres, pour l'élite sociale, qu'on peut le dire. Parce qu'il y a d'autres préfèrent aller les prendre rapidement. Parce qu'eux, ils s'arrêtent partout. Des gens qui avaient même la possibilité de rouler avec leur propre véhicule. Oui, vous savez, l'État doit faire la promotion du principe de covoiturage. Oui, on parle de réchauffement et de l'environnement. J'ai fait quand même j'ai touché à une discipline qu'on appelle droit politique de l'environnement. Et donc, il fait que, normalement, c'est des choses qu'on devrait encourager. Voyager par bus. J'ai lu, on dit, mais comment ça? Ils ont leur véhicule. Qui ont le véhicule, qui peuvent partir. Au contraire, on doit promouvoir ce type de bus. Ce type de moyens de transport en commun qui nous permettent de laisser tout. Regardez, 30 personnes, 42 personnes, 43 ou 40 personnes. Ça fait 40 véhicules abandonnés. Ça fait 40 fois la pollution réduite. Même si on dit que la pollution du bus est peut-être un peu plus élevée que peut-être. Mais les 4x4, les Pajero, les Patrol, les Land Cruiser, les machins, on peut citer plein qui ont au gasoil, dégagent suffisamment de CO2. On doit encourager le transport en commun. Mais là, parce qu'un bus de transport en commun fait accident, qu'on doit prendre en compte. Les gens disent, mais pourquoi il a laissé sa voiture? Oui, ça c'est notre manière de fonctionner, ça. Oui, quand le drame survient, on analyse tous les paramètres. Ils auraient pu éviter quand même. Je ne vends rien. Le gouverneur Johnson, pour cette réunion du cabinet, vous parlez du Lions Club, a voulu au Lions Club, son équipe a d'abord fait la promotion, a d'abord opté pour le bus, un bus. Mais le nombre d'inscrits n'était pas suffisamment important pour prendre le bus. Et voilà qu'il ne peut pas imposer le bus aux gens. Et donc, c'est voilà comme ça que certains se sont retrouvés dans ce bus-là. Si le principe du bus avait été accepté par tout le monde, peut-être on n'aurait pas déploré 6 personnes, 6 cadres du Lions Club, 6 personnalités de ce mouvement disponibles pour le service à la communauté. Je dis disponibles
pour le service à la communauté. C'est des gens qui, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et pour parler du gouverneur Wendo, 20-25 ans, se mettent au service, sont totalement au service de la communauté. Leur présence dans les œuvres sociales, leur présence dans la formation des cadres du mouvement, leur présence dans l'organisation, leur présence dans l'animation. Et quand vous voyez ça, c'est une grosse perte pour le club, pour l'association. À Mao, il y a des défis locaux à relever. Dont une formation régionale qui devait prendre effet entre le mois de février. Sous la houlette du PDG, du président, du gouverneur Wendo. Donc, il fallait une situation qui aurait pu ne pas advenir si on avait voyagé par bus. Vous voyez? Et pourtant, l'option avait été. Donc, le bus, c'est une bonne chose. Voyager en groupe réduit la pollution, l'animation de la circulation, c'est-à-dire la densité, et équilibre économique. Mais il faut encore que les gens soient disciplinés à l'intérieur, à part du chauffeur, et qu'on ne fasse pas rentrer dans les bus n'importe quoi, et que le chauffeur ait des exigences en matière de vitesse, et qu'on respecte le code de la route. On m'a dit, on va réformer le code. Mais non, mais le code lui-même est bon. Le code n'a pas de problème pour moi. Décision du gouvernement. Pour moi, le code n'a pas de problème. Si le code qui est là était respecté, on n'aura aucun problème. J'ai fait mon permis depuis 20 ans ou 25 ans. Mais déjà, les signalisations, dans l'entrée, c'est 80. On fait c'est 80 normalement. Et puis après, on réduit à 50, même à 30. Il y a les rues, pas les rues municipales, dans les villes. C'est d'abord, vous ne pouvez pas entrer en 100 km/h dedans. Il y a certains axes où il n'y a pas de signalisation. Vous devez savoir, on n'a pas besoin de signalisation. Lorsque vous avez fait ça fait partie des codes de la route. Lorsque vous avez votre permis, vous n'avez pas besoin de signalisation pour connaître la priorité à gauche ou à droite, la priorité à droite. Vous n'avez pas besoin de signalisation pour savoir que vous rentrez dans une agglomération. On met Dassa. Dès que vous voyez la plaque Dassa, vous coupez. Lorsque Dassa, on a barré, ça veut dire qu'on a quitté l'agglomération. Oui. Donc, ça suffit. On n'a pas besoin de vous dire réduisez votre circulation, votre vitesse. C'est qu'on est indiscipliné. On est indiscipliné. Et tout le monde veut la même chose, ils sont contraires. Et donc, on a besoin du gendarme. Et quand le gendarme apparaît, on dit il y a dictature. On dirait que vous dédommagez. Je ne dédommage personne. L'action publique. Je vous connais. Ça, c'est pour Dassa Zoumé. Et les as qui ne sont pas éclairés à Gapit Napoléon Afrique. Moi, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Évidemment, vous ne l'êtes pas, puisque nous sommes au décryptage de cette situation. Voilà. Donc, moi, j'explique un peu le comportement citoyen. Moi, je suis Lyon, par ailleurs. Nous avons vocation à être les leaders mondiaux du service communautaire et humanitaire. Et donc, en cette qualité, moi je dois, et je suis un cadre national, je suis un responsable, je peux me targuer de l'élite nationale. Moi j'ai la chance d'aller à l'école, de faire l'université, d'avoir 2, 3, 4 gros diplômes de master. J'interviens en formation, j'interviens là maintenant, je me fais écouter par des gens. Je dois être exigeant, sur ce nombre de postulats. Et pas dire c'est le gouvernement ou c'est pas le gouvernement. C'est ce que nous devons d'abord nous faire. Tout à l'heure, je vous ai dit, au niveau des sapeurs-pompiers, quelque chose n'a pas tourné. Ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin d'être au gouvernement ou de ne pas être au gouvernement pour montrer ça, pour dire ça. C'est clair, c'est net. Mais après, quand tu as dit ça, c'est aussi évident qu'on ne peut pas mettre le sapeur-pompier à chaque premier kilomètre, à chaque kilomètre de 450 km de Cotonou par rapport à Parakou, 420 km par exemple. Donc, on peut pas mettre un sapeur-pompier. Et à chaque instant, ce qui s'est passé là, si vous filez pour entrer dans l'agglomération, vous pouvez tuer un enfant. Vous pouvez coller un motocycliste. Et ça apparaît tous les jours. Regardez, il y a un camion qui a fait un accident, qui a eu un problème sur le pont de Pitokpa et qui a tué 4-5 personnes. Je connais une dame dedans, une jeune fille qui a eu son master, qui est venue voir ses parents et qui s'est fait écraser par ce bus ce jour-là. J'ai vu les parents là. On s'imagine que ça peut être nous. Ça peut être nos enfants. Que Dieu nous, c'est ça qu'on dit. Mais celui qui est mort, c'est l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un, oui. Il y a eu une dame avec son bébé, peut-être, on l'a dit. Mais ça n'a pas fait. On ne doit pas attendre les émois pour poser les vrais problèmes. Le problème qui se pose, c'est qu'on a un certain nombre de situations qu'il faut régler. L'État a sa part, c'est sûr.
Mais l'usager de la route aussi doit pouvoir être discipliné. Et c'est parce que nous ne le sommes pas que nous commettons ce type de bévue et qui crée cette situation. Les accidents, il y en a régulièrement. Oui. Donc, même après Dassa, il y a eu d'autres et accidents. même avant Dassa, il y en avait. Je ne vous ai pas dit cet accident qui a tué à Cotonou là. Il n'y a pas eu tant de morts parce qu'on n'a pas vu des images du feu. Moi, je vous confesse, mais je n'ai plus conscience que lorsque je suis fortuitement tombé sur le forum Lyon, on parlait des nôtres qui étaient dans le bus. C'est ça qui m'a fait retourner. J'ai d'abord vu les flammes vers 18h, 39h. J'ai trouvé ça bizarre. Un bus, c'est tant de flammes. Mais en retournant sur le forum Lyon, je vois, j'ai eu des grosses gouttes de transpiration sur la climatisation. C'est un problème. Donc, je pense qu'il faudrait que tout le monde se mette la main à la pâte. Moi, la polémique, d'accord. Si ça peut permettre qu'on dise que le gouvernement faillit en ne mettant pas le sapeur-pompier à la disposition. Là, on ne mettait pas de moyens. Donc, acte. Le ministre de l'Intérieur aurait pu gérer cette question ou laisser le patron des sapeurs-pompiers régler cette question. Je pense qu'il faut communiquer sur cette question-là, clairement. Mais ce n'est pas ça qui demande aux gens de filer. Ça, c'est clair. Ensuite, je dis que les sapeurs-pompiers devraient intervenir, à moins qu'ils étaient prêts, ils attendent l'incident. Alors ce qui n'est pas possible. S'ils n'attendaient pas l'incident, ils ne peuvent pas arrêter. Des fois aussi, le numéro 118 là ne passe pas. Hein. C'est un problème profond à Agapit Napoléon africain. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez fait ce 18 là? Vous êtes allé là-bas pour les signaler ça? Non, on a trouvé les moyens. Voilà. Donc, on trouve toujours les moyens. Comme si ça ne marche pas, il y a un numéro au palais où on nous dit comment dénoncer. C'est un dysfonctionnement. Il faut dénoncer. C'est un dysfonctionnement. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Il faut leur écrire à eux-mêmes et peut-être dénoncer. Je pense que tout le monde peut contribuer à l'action publique. On n'a pas besoin d'être nommé ou d'être directeur de ça. On peut, en renseignant l'autorité, on peut contribuer à l'action publique. Mais dans le cas d'espèce, moi j'appelle à l'action citoyenne. Moi je pense que c'est nous-mêmes. Moi, j'ai connu des gens qui sont très critiques vis-à-vis de l'État et qui ont pris des responsabilités. Je les ai vus à l'action. Ils étaient loin d'égaler ceux qui étaient là avant qu'ils n'arrivent. Et pourtant, je les ai connus. J'ai connu des amis, hein. Je connais des gens qui, quand vous êtes dans leur rhétorique, vous allez croire qu'ils allaient changer le monde. Et pourtant, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, c'est dire, ce n'est pas évident. Parce que lorsque vous êtes face à l'action, vous avez devant vous 1000 priorités. Et donc, vous devez avancer avec des moyens limités. Vous êtes obligé de faire des choix. Et pendant ce temps, le temps avance. Avance. Et on vous remplace. Et vous vous rendez compte du jour où vous devez passer la main. J'ai fait beaucoup. Hein. Et puis vous sortez de là. Oui, et vous voyez que presque tout est comme si vous n'aviez rien fait. Voilà. Et on dit tant qu'il reste un peu à faire, tant que rien n'est encore réellement fait. C'est pour ça que chacun devrait prendre cet incident-là comme le sien et dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour empêcher ça. Je suis convaincu que si on faisait ça, il y aura une limitation d'incidents. Ce n'est pas sapeur-pompier, police, tout ça là. C'est bien qu'on a non accident, personne en danger. C'est bon qu'on l'évoque. Mais après, qu'est-ce que je peux faire pour limiter les dégâts? Si chacun le dit, j'ai vu, il y a eu une marche aujourd'hui. C'est bien. Ça ne suffit pas. Ça ne réveillera pas les morts. Ça ne réveillera pas les morts. Il y aura des cérémonies, un livre de condoléances. C'est bien. Mais c'est pas, les morts ne le liront pas. Il faudrait que chacun s'engage. Quand je m'engage, c'est dans mon véhicule, je me dis, j'ai une responsabilité envers la communauté, envers mes parents. Si je peux le faire comme ça, ça va marcher. Moi, c'est mon petit apport en tant que citoyen, cadre, membre de l'élite nationale. C'est ma petite contribution. Face à cette situation. Justement, parlant de contribution à Agapit Napoléon africain, cette semaine, on a lu beaucoup d'opinions. Il y a même l'ancien président Nicéphore Seglo qui a opiné là-dessus. Le retour du pipan au Bénin, que le train siffle à nouveau au Bénin. Est-ce que ce n'est pas le moment à cet effet de revenir sur ce projet-là? Vous savez, moi, je suis un enfant du train. Mes parents n'étaient pas cheminots.
Mais j'ai grandi au village et nous prenions le train. C'était pour nous épique. Même en parlant, j'ai encore la nostalgie du train. Du train. Quand ça siffle, effectivement, mais c'est tout un ralliement. Ça conditionnait la vie au village. Et en grandissant, pour quitter Koutié, pour aller à Porto Novo, on ne connaissait pas les endroits, mais on comptait. Il fallait compter 5 stations de Koutié à Porto Novo. Et lorsque tu es distrait, tu rates, tu te retrouves. Bon, quand c'est le jour, c'est pas encore grave. Par exemple, la grande gare de Porto Novo, tu ne fais pas te réveiller subitement pour savoir que tu es à la grande gare de Porto Novo. Mais quand c'est la nuit, tu dépasses la gare de Kouti ou tu descends avant la gare de Kouti, il faut faire 4 km pour rejoindre. Donc, j'ai grandi un peu dans le train. C'est vrai, je suis nostalgique, je me suis dit. Oui. Est-ce qu'on n'a pas eu la bonne politique? On n'a pas eu la bonne. L'organisation commune Bénin Niger, des chemins de fer, des transports, on aurait pu anticiper depuis 20 ans sur le train. On n'aurait pas eu le problème qu'on a eu. Les problèmes qu'on a eu, c'est les problèmes de sous-développement. C'est les problèmes d'absence de l'anticipation. Après, moi, je saluerai toujours un train qui me permettrait donc désormais de quitter Cotonou. Non, puisque vous y êtes, qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur ce projet-là qui était quand même adulé à un moment donné, hein, Non, je pense qu'il y a eu mal donné à bien des endroits. L'État s'est mal comporté, les privés sont mal comportés. Et je pense que tel que c'est entre le Bénin et le Niger même, où également toujours il y avait tout ce problème de ralliement entre Parakou et Gaïa qui est le premier poste nigérien. Je pense qu'on a mal géré le CBN tout simplement. On a mal géré le CBN, on a mal géré la transition après Bénin Rail entre Samuel de Soaoré et Bolloré. Bref, je pense qu'il fallait stopper ça pour pouvoir clair dans ça. Ensuite, comme le Bénin ne finit pas à nous, on espérera qu'un beau jour... On est aussi nos tramways. Pourquoi pas. Le tramway, ça c'est la circulation interne, déjà. Mais moi je pense que... regardez même le projet Bénin Taxi. Est-ce que vous voyez encore combien de taxis? On parle de Gauzième. Vous ne pouvez pas demander... vous ne pouvez pas vous abonner à une Gauzième voiture. C'est compliqué. Il y a un gros problème de transport en commun chez nous. Moi je pense que le train, on peut peut-être le laisser, mais les bus... Mais il faut qu'on ait des voies et qu'il y ait des heures. Avant, pour avoir une bonne politique de bus, c'est qu'on doit avoir l'axe des bus, oui. Normalement. L'axe des bus. Mais pour faire tout ça, là, il faut au minimum 20 ans et des travaux intenses pour créer un environnement de bus où vous avez de l'espace, l'axe des bus, les heures rigoureuses, la signalisation des bus, un certain nombre de choses. Donc moi, tramway ou bus, l'essentiel est que nous ayons des moyens de déplacement dans Cotonou qui répondent aux besoins. Pourquoi pas développer aussi le transport fluvial? Ça reste encore archaïque de nos jours. Ouais, donc il y a beaucoup de choses à reprendre. Alors donc on n'est qu'au début de la révolution. Pour moi, c'est un peu clair. Nous sommes au début de la révolution. On a peut-être le malheur d'être témoin du début de la révolution. Nous voyons beaucoup de choses dont on a besoin aujourd'hui. Gageons que nos petits-enfants et leurs petits-enfants, et donc vous voyez que je nous projette déjà dans les 50 années à venir, oui, tout au moins. Qu'on puisse au moins... J'aurais déjà les cheveux blancs, donc, si j'étais encore en vie. On parle de petits-enfants, de leurs petits-enfants, se projette dans 50-30 années, tu veux continuer à vivre? Ah ben oui. Bon, enfin, comme... Moi, je veux tout au moins vieillir. Comme la médecine, non, pour les 50 années, c'est possible. C'est sans doute possible. Oui. Mais pour les 50 plus, pour les 100 années, encore, bon, là, pour les 100 années à venir. Bon, peut-être que j'aurai la longévité d'Abraham. Pourquoi pas? Et avoir 800 ans. Et surtout avoir sa lucidité. Parce qu'une longévité sans lucidité, c'est pas la peine. Vous voyez, quand on voit les présidents sur Globe, de 80 ans, circuler normalement, opiner normalement. On a peu à son âme le papa Zissou, le docteur René Darlin Zissou. Vous voyez, quand vous voyez ces personnalités-là, vous vous dites, bon, mais Dieu, ils ont été gâtés. Ils ont été gâtés par le bon non, Dieu. moins sans sacrifice. Mais il y en a d'autres qui ont plus que ça, qui ont resté lucides toujours. Il faut toujours remercier Dieu. Le professeur Albert Témoigné qui a frôlé les 90 ans. Oui, c'est bon, c'est une chance, c'est une grâce. Et après, il faut être lucide. Si vous ne pouvez pas être lucide à ces âges, ce n'est pas la peine. Ça vaut pas la peine. Mais cela dit, je reviens en disant, oui, ça change, le Bénin change. Les problèmes sont encore là, récurrents. Nous allons, nous, quitter la scène sans que tout change. Mais dans 50 ans, dans 200 ans, il y aura sans doute beaucoup de changements, mais il y aura aussi de nouvelles situations à régler. Il y en aura toujours à régler. Donc, faisons déjà le dos rond et gérons le peu qu'on a aujourd'hui avec beaucoup de lucidité.
Voilà. Quand un drame se produit, les interprétations vont dans tous les sens. Agapit Napoléon Maphorican, on estime que c'est parce qu'on n'a pas conjuré le mauvais sort annoncé par le FA que ces incidents se produisent. Si quelque chose peut être fait, pourquoi pas. Personne n'est allé au paradis pour revenir pour nous dire qu'il y a la GN, la Guienne ou le paradis. Et que je crois en un seul Dieu. C'est un aller. Mais je Je crois en un seul Dieu, mais je ne l'ai jamais vu. Et ceux qui m'ont appris qu'on croit en un seul Dieu ne l'ont jamais vu. Donc, et pourtant la religion existe. Je pense que, oui, moi je suis croyant. Donc je me dis tout ce qui peut être fait, qu'on peut faire, pourquoi ne pas le faire? Voilà. Donc, je ne veux pas aller trop sur ce terrain, mais j'estime que si nous croyons, si nous sommes, disons, le peuple de croyants, et il y a des, parce que ce soit le FA, qui est une science carrément. Oui, une science. Hein? Alors si le FA, qui est quand même une science, hein? Elle sont des sciences occultes, ou bien c'est la géomancie, ou bien tout ce qu'on dit, mais le FA est une science. Puis on parle de nombre. Si on parle du nombre, et que les gens mettent des nombres ensemble, et il y a le signe des nombres, le langage des nombres, et ça débouche sur des interprétations. Pas, même l'occultisme, ceux qui disent qu'ils ne sont pas que c'est de l'obscurantisme, ou ils ne sont pas occultes, qu'il ne faut pas quitter le mysticisme, ou tout ça là, même si eux n'y croient pas. Mais nous, tout ça nous montre sur un champ métaphysique. C'est au-delà de ce que nous voyons. Oui. Et donc ça revient à je crois en un seul Dieu. D'où qu'il vient. Oui, quelle que soit la religion. Alors, maintenant, même celui qui dit je crois en Dieu multiple, il croit quand même en l'existence d'une intelligence supranaturelle, supraphysique. Et donc, on revient toujours à l'existence de quelque chose de supérieur. Il faut y aller. Pour moi, ça dit que je veux bien qu'on se dise, mais je perds quoi à le faire? Okay. Hein, nous perdons quoi à le faire? Maintenant, il y en a qui veulent que ce soit le chef de l'État qui se pointe pour faire ça. C'est là que moi, je ne suis pas totalement d'accord. Les gens voient, je me rappelle sous Yahi, on voilà, justement, il n'a jamais participé à la fête des religions endogènes, et chaque année, on lui comptabilise ça. On dit, bon voilà, il est encore au Canada aujourd'hui, il est en Chine demain, l'année prochaine, il sera où? Il est... Je dis, attends, c'est une fête de religion endogène, il n'est pas tenu d'y aller. Il n'est pas tenu d'y aller. Mais il est tenu de contribuer à conjurer le sort parce que l'État n'est pas Boni Yahi ni Patrice Talon. L'État, c'est l'État. Et conjurer le sort dont on parle, pourquoi on veut que l'État sorte l'argent? Est-ce que l'État sorte l'argent pour faire voyager les gens pour la Mecque? L'État organise. L'État organise. Voilà. Donc l'État peut aussi organiser le Tofa. Là, c'est des... Non, c'est des Bokono qui se... Le Hajj est une tradition internationale. Et tout comme l'État contribue à Marietokpa, à Dassa, à certaines cérémonies, à certains cultes. Oui, le pèlerinage des catholiques. Le pèlerinage des célestes à Semé, l'État ne reste pas indifférent. Même l'État encadre. Donc, si le TOFA, on veut le rendre national, il faut déjà voir à tout. Est-ce que toutes les religions endogènes y croient et y contribuent? C'est déjà ça, moi, ma première question. Si toutes les religions endogènes y contribuent, alors il n'y a qu'à faire l'action vers le ministère des cultes. C'est là, il faut qu'il aille voir. On en a encore. Là, c'est juste le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Quand on dit l'intérieur, c'est toutes les affaires de l'intérieur. Quand on dit le ministère de l'Intérieur, c'est les associations. Et donc, dans les associations, les confessions religieuses, ils font partie. On n'a pas besoin de dire un ministère de culte. Vous voyez, c'est après la redondance qui fait qu'on a créé plein de... On fait de longs ministères qui font 3 phrases ou avec des ministères qui remplissent une feuille. Non, ça, on n'a pas besoin de tant de détails pour dénommer. Donc, le ministère de l'Intérieur, à moins qu'on rattache le culte ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui se trouve. Donc, c'est la question, l'intérieur. Oui. L'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis un croyant, je le répète. Donc, que ce soit la religion endogène ou que ce soit moi, je suis né dans l'église catholique. Je demeure catholique, même si après, en tant que citoyen, en tant qu'homme libre, j'ai mes observations, j'ai mes commentaires personnels, j'ai mon regard
Mais je sais que ce soit la religion catholique, que ce soit les protestants, que ce soit les célestes, que ce soit pour moi, toute religion se vaut dès lors qu'il invoque un Dieu, un être suprême, qui soit au-dessus de l'intelligence humaine. Donc, les religions endogènes ont leur position, pour moi, ils ont leur existence, parce qu'ils évoquent toujours le Segbolissa, ils évoquent le Mao, ils évoquent donc, il y a toujours un être au-dessus. Après, chacun gère comme bon le semble. L'État n'a pas de religion, l'État est laïque. On ne peut pas demander à l'État d'aller faire tofa, d'aller faire non, ce n'est pas le rôle de l'État, à mon humble avis. Mais il y a des personnalités au sein de l'État. L'État peut contribuer à un certain nombre de stabilisations sociétales. Et ça, il faut trouver des ancrages pour gérer tout ça. Toute autre manière, c'est du populisme. Mais bon, à mon humble avis, il y a des relais. Il y a des relais qui devraient pouvoir faire ce travail-là. Et c'est à eux de le faire. Voilà, alors nous allons sortir de ce débat Agapit Napoléon Baforican, mais je vais vous redonner la parole quand même pour que vous reprécisez la sensibilisation dont vous parlez ou l'importance pour chacun de remettre en cause sur les questions de code de la route. Est-ce que ce sera une sensibilisation qui vient de l'État ou bien c'est une sensibilisation personnelle? Oui, on va sortir de là. Je suis adepte un peu de l'autosensibilisation. D'accord. Et donc du travail que chacun peut faire autour de soi, dans sa famille, dans son environnement immédiat. C'est peut-être la chance de grandir sous la Révolution, je le dis toujours, depuis APB. Et donc, nous travaillons de la cellule de base vers le sommet. J'ai grandi dans ça, j'ai été membre des cercles d'études, donc je le répète, pour montrer qu'il y avait du bon. L'individu ne peut pas être gouverné du haut. L'individu vient d'une cellule qui est la famille. Donc, c'est déjà dans la famille qu'on doit commencer l'éducation. Après, c'est autour de lui, donc dans son environnement immédiat, le local. Ce qu'on appelait les comités révolutionnaires locaux, c'est le plus locaux, c'est peut-être le plus bas niveau. Donc, c'est nos quartiers de ville et nos villages. Justement, parce qu'on nous apprend 3 éducateurs, la maison, l'école et la société, je crois. Oui, mais la maison, c'est la famille. Oui. Et moi, je n'ai pas... Oui, l'école proroge la famille. Parce que c'est l'instruction. L'école nous donne l'instruction et donc les diplômes dont on a besoin. L'éducation commence à la maison. On la poursuit dans l'école avec plus de connaissances et des diplômes. Mais en matière donc, de positionnement et donc d'enseignement, l'école peut jouer un grand rôle après la famille. La société va compléter. Le CNSR doit voir son rôle mieux que des sensibilisations éparses. La circulation, à mon humble avis. Bon, comme l'État annonce la réforme, attendons de voir ce qui va se faire. Va donner. Et je pense qu'il faut agir sur la sensibilité humaine. Il faut que l'homme, l'individu comprenne qu'il a un rôle à jouer dans l'éducation sociale et sociétale et dans le changement des comportements. Là, à tous les niveaux. La civilité dans les comportements sociaux. Vous avez une panne, le gars, vous les jurez. Vous avez une panne, vous les jurez. Donc, il y a de ces genres de pratiques que quand vous les regardez, vous vous demandez, mais c'est quoi? Manque de courtoisie souvent en circulation. C'est quoi le problème? Oui. Manque de courtoisie. Voilà. Alors, nous avons encore quelques minutes pour aborder ce sujet. Il s'agit du rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. Avec 43 points sur 100, le Bénin passe de la 78e place en 2021 à la 72e place en 2022 sur 180 pays selon cet indice-là. Depuis la publication de ce rapport, Agapit Napoléon Baforican, la presse met en exergue, je vais dire, les performances du pays. D'autres sont jusqu'à aller dire que le Bénin a réalisé son meilleur score depuis 2012. Voici ma question. Comment peut-on se réjouir de cela alors que nous n'avons même pas la moyenne? D'abord, nous sommes au-dessus. C'est-à-dire que derrière nous, on laisse plus de 100 pays. C'est déjà, pour moi, un indicateur important. Avant, on est à 96 ou 98. Donc, derrière nous, nous laissons plus de 100 pays. Quand on dit 2012, je me rappelle, j'ai été installé à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption en 2013. Donc 2012, c'est déjà le vote de la loi anticorruption de 2011. C'est déjà un certain nombre de mécanismes mis en place par rapport au contrôle. Les inspections générale d'État et ces démembrements dans les ministères. Je me rappelle, c'est une mesure prise par Patrice Boni dès son élection, second mandat. Et tout ça avait offert des perspectives d'une lutte contre la corruption qui devrait prendre de l'ampleur. On n'a plus vu ça, ça a chuté, parce que l'ANL s'est même installée à peiner, à prendre son envol. Aujourd'hui,
on a repris du poil de la bête. Moi, je veux d'abord croire que nous allons continuer la pente ascendante. Parce que ce n'est pas pour l'indice. Ce n'est pas pour l'indice, c'est pour les Béninois. C'est pour l'avenir. C'est le comportement dont je parlais tout à l'heure, le changement de comportement. La corruption est une gangrène, beaucoup l'ont dit avant moi. Mais nous sommes très frileux. La corruption, quand c'est nous-mêmes qui en profitons, on ne voit pas que c'est corruption. C'est comme dans le bus. Personne ne veut mourir. Mais lorsque le gars file, quand tu es en éveil, tu peux constater. Mais lorsque tu te réveilles, tu vois que tu dis, ah, mais il conduit bien. C'est un peu ça la corruption. On doit en être conscient et faire en sorte qu'on limite. Et le président Patrice Talon l'a dit, le premier jour de sa prise de fonction, je m'y suis préparé. Pour le job. Non, il a dit, et je suis prêt à mettre immédiatement, à débarquer là immédiatement. C'est ce qu'il a dit ce jour-là. Effectivement, les mesures mises en place ne s'accommodent même plus d'une autorité. La preuve, la NLC a décliné sous Patrice Talon et a disparu. Parce que la fonction qu'on lui confie comme tâche, l'État lui-même a repris ça en même temps. Il y avait des dossiers, des dénonciations de la NLC qui étaient auprès du procureur de la République au moment où Patrice Talon avait au pouvoir. 2 ans avant qu'il arrive au pouvoir. 3 ans avant qu'il arrive au pouvoir. Il y a des dénonciations qui étaient là, avec des faits avérés. Mais il n'y a jamais eu de situation sous ceux qui ont installé la NLC. Mais lorsque lui il est arrivé, il n'a pas attendu la NLC pour prendre les mesures. Donc, la question, c'est comment maintenir la cadence, comment maintenir le rythme. La création de la criette n'est pas étrangère à ça. Les délibérations de la criette ne sont pas étrangères. Donc on le doit surtout à la criette? On le doit, entre autres, à la criette. Donc, pour moi, parce que, qu'est-ce qu'on a demandé? Les coercitions. On en a tellement. Les sensibilisations, séminaires de sensibilisation, ONG qui sort, les alertes, tout ça. Le Bénin a connu ça depuis 80, toute la révolution déjà. On radiait les gens pour 200 francs. Est-ce que finalement la corruption n'est pas humaine? Parce que la corruption est endémique, beaucoup l'ont déjà dit avant. La corruption était faite sur rêver que ça disparaisse, ça serait trop pieux. Est-ce que j'avais demande de faire disparaître la corruption? Si on améliore nos performances, c'est qu'on veut tendre vers. Réduire autant que faire se peut. Laisser à l'homme corrompu, à l'individu, de gérer son problème moral envers lui-même. Mais envers la société, qu'il cesse. La mise en place d'une commission éthique, de l'éthique à l'université, participe de ça. De beaucoup de choses. C'est pas facile, c'est le travail qu'on demande à cette commission. Oui. La mise en place d'une autorité de régulation de beaucoup de secteurs, dont le secteur de la santé, participe de ça. Et des marchés publics aussi. Beaucoup de structures en place. Non, les marchés publics, ça existait avant, mais aujourd'hui, ça fonctionne encore beaucoup plus fluidement. Avec des sanctions vraiment visibles. Voilà. La mise en place d'un corps de marché public, d'expérience de passation de marché public, participe de ça. La mise en place de la réforme au niveau de la décentralisation. Le secrétaire exécutif participe. Il y a beaucoup d'actions de l'État qui ne sont pas directement orientées vers la lutte contre la corruption, mais qui impactent positivement cette lutte. Je n'ai pas encore lu le commentaire de l'IPC de Transparency International, mais je verrai bien. Il faut que je me pour savoir vraiment quels ont été les critères. Non, je connais les critères, mais quels ont été les indicateurs, les éléments sur lesquels on s'est appuyé pour qu'il y ait ça. Mais moi, je vois voilà un peu quelques éléments sur lesquels je mets l'accent. Parce que je suis dans la société et j'analyse un peu ces phénomènes. On prime aussi à la bonne gouvernance, un peu comme aux États-Unis. Parce qu'on parle de corruption, gouvernance. Oui, tout est un bloc. Tout est un bloc. Parce que, l'indice MO, j'attends comment ils vont se comporter par rapport à un peu à nous. D'ailleurs, le BND est évalué au niveau des droits de l'entour récemment. Et la question, on a dit, bon, parce que il faut corriger pour quelques aspects, notamment certains éléments. Même les éléments dont on parle, quand on rentre dans le contexte béninois, il répond à l'environnement béninois. Comment on prend le code du numérique, qu'on a dit de clarifier. Non, à mon humble avis, je le lis. Peut-être qu'il faut être plus précis. Mais il est compris. Vous avez dit qu'il faut l'améliorer. Il faut le rendre précis.
Mais j'estime que ce code, par exemple, ne va pas contre les droits de l'homme. Non, non. Et ne va pas contre les droits des journalistes. Non. C'est plutôt les journalistes qui doivent se séparer des gens qui utilisent la fonction pour alimenter les réseaux sociaux, qui est un tas d'ordures, un fourre-tout, où des individus mal intentionnés utilisent pour vous saquer le moral, pour atteindre votre honneur, votre honorabilité. C'est un tas d'immondices où on reconnaît, on retrouve quelques belles perles, mais sur lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vétusté et d'animosité, de chienlit. Donc, lorsque vous voulez travailler sur ça, il ne faut pas regarder a priori les bonnes perles qu'on y retrouve. Il faut mettre de l'ordre pour que nul n'utilise, parce que de sa liberté Pour nuire. Pour nuire à l'autre. On dit la liberté ne doit pas être utilisée contre l'autre. Chacun doit jouir de son champ de liberté. Mais quand vous êtes en jouant de votre champ de liberté, c'est pour saquer, c'est pour atteindre l'honorabilité de l'autre, c'est pour relayer des propos, des faits dont vous n'avez pas, vous n'avez même pas les preuves. C'est pour alerter sur des situations que vous inventez de toutes pièces, ou bien que vous ne maîtrisez pas, mais vous partagez. Il y a une intention de nuire, quand même, sur lequel il faut vraiment revenir. Donc, pour moi, le droit de l'homme, lutte contre la corruption, bonne gouvernance, mais c'est des principes sur lesquels Patrice Talon travaille depuis 2016 et qui fait que parfois certains ne sont pas contents parce que lorsque ça les touche, les gars se fâchent et on ne parle pas de dictature. Voilà le problème. Moi, je pense que le Bénin est en bonne posture et en pole position de tous ces éléments-là. Et même si on chute aujourd'hui, on montera demain parce qu'il y a un effort constant. Et il faut travailler à cette constance, même au-delà de 2026. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur la durabilité des avancées d'aujourd'hui, sur leur pérennisation, sur l'après-talent. Et donc, il faut ouvrir les bons débats. Il faut créer les bonnes pratiques. Il faut créer un environnement pour les bonnes pratiques. Il faut créer une récompense pour les bonnes pratiques. Et donc, pour moi, c'est sur ce champ-là qu'on doit mettre beaucoup d'accent. Voilà, merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Mesdames et messieurs, c'est sur cette conclusion du consultant politique que prend fin ce décryptage que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce programme, bien évidemment, ce lundi après le journal de la mi-journée et également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre compte YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, puis en direct via iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.